Grand Jury, présenté par Thomas Després. Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand jury en direct sur RTL et sur Public Sénat, canal 8 de la TNT. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Vous êtes le coordinateur national de la France Insoumise, LFI, dans la tourmente cette semaine après la mort du militant d'extrême droite Quentin Derenc à Lyon en marge d'une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan. Vous continuez d'affirmer cette semaine que votre parti n'a rien à voir avec ce drame. 2 ex-collaborateurs insoumis sont pourtant mis en examen, l'un pour meurtre, l'autre pour complicité de meurtre. Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu vous ont demandé de faire le ménage dans vos rangs. Ce drame marque-t-il un tournant dans la vie politique? On a beaucoup de questions à vous poser, ça tombe bien, on est ensemble jusqu'à 13h. Bienvenue dans ce grand jury, Manuel Bompard. À mes côtés pour vous interroger aujourd'hui, Steve Jourdain de Public Sénat et Bonjour, Loris Boischot du Figaro. Dans ce grand jury, Manuel Bompard, on parlera aussi des élections municipales. C'est dans 3 mois, tout pile aujourd'hui. Mais aussi de l'élection présidentielle, c'est dans un peu plus d'1 an. Il y aura aussi nos questions express et notre rubrique « Ça se passe au Parlement ». Le Grand Jury, l'actualité de la semaine. Mais d'abord, Manuel Bompard, l'actualité de ce week-end, c'est cette marche en hommage à Quentin Derenc organisée hier à Lyon. 3200 personnes dans la rue. Pas de violence, seulement une interpellation, mais des slogans racistes, des saluts nazis aussi. Comment est-ce que vous qualifiez cette manifestation ? C'était une parade de fascistes avec des groupes qui sont des groupes néo-nazis, des groupes violents, des groupes homophobes, des groupes antisémites. Vous aviez appelé à l'interdiction de cette manifestation. Je pense que quand je vois ce qui s'est passé hier à Lyon, on ne peut pas accepter que dans notre pays, vous ayez des personnes qui défilent dans la rue, qui font des saluts nazis, qui profèrent des insultes qui sont des insultes racistes ou des insultes homophobes. Et évidemment, ça n'avait rien à voir avec un hommage que lui, on peut considérer comme tout à fait légitime. Un hommage à Quentin Derenc est légitime, selon vous? Évidemment, qu'on rende hommage à une personne qui, quelle que soit d'ailleurs, moi je combattais ses idées politiques, mais en l'occurrence, c'est pas de ça dont il s'agit, dont il s'est agi dans cette manifestation. D'ailleurs, l'essentiel des personnes qui ont participé étaient des personnes venant de toute l'Europe, de toute la France, venues faire une forme de démonstration de force fasciste dans les rues. Il y a eu une seule personne interpellée pour port d'armes, donc finalement vous reconnaissez toutefois qu'il n'y a pas eu de débordement. Si vous considérez que des saluts nazis, c'est pas un débordement, si vous considérez que lorsqu'on dit à bas les bougnoules et les PD, c'est pas un débordement, je vous laisse de sorte la responsabilité de vos propos. De type violence. Moi, je trouve que ce sont des violences extrêmes, en fait, de tenir des slogans comme ça, de faire des saluts nazis. Et moi, je faisais partie de ceux, comme le maire de Lyon d'ailleurs, qui avait demandé l'interdiction de cette marche. Et je pense que le ministre de l'Intérieur aurait dû suivre cette demande d'interdiction. Une seule interpellation, vous trouvez que la police a été trop légère hier, qu'il y aurait dû avoir plus d'interpellations ? En tout cas, quand on fait un salut nazi, normalement, on doit être arrêté sur le champ. Quand on profère des insultes homophobes ou des insultes racistes, je rappelle que ce ne sont pas des opinions. C'est pas la liberté d'opinion dont on parle, ce sont des délits. Donc si une personne profère des insultes dans la rue, elle ne doit pas être autorisée à continuer de manifester. Et puis il y avait manifestement de la part de la police pour vous hier. Peut-être qu'ils ne les ont pas vus, j'en sais rien, mais en tout cas, je crois que la préfète du Rhône a dit que désormais elle avait signalé ces faits délictueux à la justice. Donc j'espère qu'il y aura des procédures pour identifier les personnes qui sont responsables de ces saluts nazis et de ces insultes racistes et homophobes et qui soient interpellées évidemment. Et puis il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est que manifestement étaient présents dans cette manifestation au premier rang des personnes dont l'identité est assez bien connue, dont l'un d'entre eux manifestement avait une interdiction de paraître à Lyon. Information révélée par vos collègues de Mediapart. Donc, que faisait-il dans la rue s'il a une interdiction de paraître à Lyon? Donc, et puis, ça, c'est ce qu'on a vu. Puis après, il y a tout ce qu'on n'a pas vu. Et ce qu'on n'a pas vu, c'est des gens qui avaient peur. Ce qu'on n'a pas vu, c'est des événements qui ont été annulés. Ce qu'on n'a pas vu, c'était des bibliothèques et des lieux publics et des bars qui étaient fermés. Et donc, si vous trouvez que c'est en quelque sorte légitime qu'il puisse y avoir aujourd'hui une ville qui, en quelque sorte, est obligée d'annuler un certain nombre d'événements, d'initiatives, d'éléments de la vie quotidienne, moi, je suis évidemment en désaccord absolu avec Manuel ça. Bompard, le gouvernement va se réunir mardi au sujet de la lutte contre les groupes d'action violente. Quelles mesures vous demandez, vous, au gouvernement pour mieux lutter, pour durcir cette lutte contre les groupes extrémistes? Écoutez, ça fait depuis des années et des années à Lyon que vous avez des groupes d'extrême droite, des groupes d'idéologie néo-nazie qui paradent dans les rues.
qui agresse, qui violente, qui attaque des manifestations, par exemple des manifestations LGBT. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez ? Très concrètement, j'attends et j'espère que ces groupes-là soient mis hors d'état de nuire. Qu'il y ait des Mais nouvelles honnêtement, dissolutions qui soient prononcées. Honnêtement, je vais vous dire sincèrement, je n'y crois pas trop. Parce que ça fait depuis des années et des années que nous sommes nombreuses et nombreux à alerter sur ce qui se passe. Là, je prends l'exemple de Lyon, parce que c'est l'endroit où manifestement c'est le plus développé, ça fait des années et des années qu'on alerte sur ce qui se passe et sur le contexte. Et il y a eu ces 15 dernières années une série de groupuscules d'extrême droite qui ont été dissous par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous appelez aussi le gouvernement à agir contre l'ultra-gauche, contre les groupuscules d'ultra-gauche ? Mais c'est quoi les groupuscules d'ultra-gauche ? Il y a eu un certain nombre de groupuscules, notamment la Jeune Garde antifasciste, qui a été dissoute. Elle a déjà été dissoute l'année dernière. On va d'ailleurs. On voit bien qu'a priori, on va très vite en reparler, mais on voit bien qu'a priori, elle continue, ses membres ou ses anciens membres continuent. Des preuves de ça qui vous permettent d'attester du fait que l'action évidemment dramatique qui a eu lieu jeudi dernier a été organisée par ce groupe. Aujourd'hui, personne n'est en capacité aujourd'hui de faire cette démonstration. Les 7 personnes qui sont mises en examen ici sont toutes considérées par les enquêteurs comme membres ou proches de la Jeune Garde. Oui, mais ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut être capable quand même de distinguer ce qui est de l'ordre d'événements individuels, que évidemment moi j'ai condamné depuis la première heure, et ce qui est de l'ordre d'une action d'une organisation en tant que telle. Et on ne peut pas faire un amalgame entre les actions qui sont reprochées à des individus et une action qui serait imputée à un groupe. Ce groupe, d'ailleurs, moi, je ne sais pas. Il a publié dimanche dernier, par l'intermédiaire de son avocate en l'occurrence, un communiqué disant « mais nous, on a été dissous ». Donc, évidemment, on ne saurait être tenu responsable de l'action et du drame qui a eu lieu à Lyon jeudi soir. Ces groupes, ça ne sert à rien. Et je dis que la dissolution, ça ne suffit pas. En ce qui concerne les groupes d'extrême droite, il y a eu effectivement des dissolutions et ils se sont reconstitués sous d'autres formes. Ça peut être la même chose de la Jeune Garde, parce qu'on peut appliquer le raisonnement aussi à la Jeune Garde et aux groupuscules d'extrême gauche. D'abord, moi, je ne ferai jamais partie de ceux qui mettront sur le même plan les fascistes et les antifascistes, pour que les choses soient claires. Et pour le reste, on peut appliquer le même raisonnement d'une reconstitution, mais en l'occurrence, on peut faire plein d'hypothèses. Mais moi, je trouve que cette semaine, on aurait dû faire un petit peu moins d'hypothèses et s'appuyer un peu plus sur les faits tels qu'ils sont, sur la justice qui travaille et qui doit déterminer les responsabilités. Et pour l'instant, ces responsabilités, elles n'ont pas encore été déterminées par la justice. Justement, Manuel Bompard, est-ce que ce dimanche, vous avez des regrets ? Comme tout le monde, j'imagine qu'on ne peut pas être content du fait qu'un jeune homme meurt dans la rue suite à une rixe qui a dégénéré. Donc, mais est-ce que vous regrettez peut-être d'avoir parlé un peu trop vite quand vous avez dit... Non, mais moi, j'ai pas des regrets personnels. J'ai des regrets comme j'imagine comme tous les Françaises et les Français, quand on voit qu'on peut avoir la mort d'une personne, quelle qu'elle soit, dans la rue. Enfin, oui, donc évidemment. Manuel Bompard, quand on entend Jean-Luc Mélenchon dire « Nous n'avons rien à voir, nous les Insoumis, ni de près ni de loin avec ce drame », c'était mardi soir. Sauf qu'on a appris jeudi soir la mise en examen de 2 anciens collaborateurs de Raphaël Arnaud, l'un de vos députés, par ailleurs cofondateur du groupe d'ultra-gauche La Jeune Garde. L'un est mis en examen pour homicide volontaire, l'autre pour complicité. Sans préjuger bien sûr du résultat de l'enquête, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous avez parlé un peu trop vite ? Pas du tout. Nous n'avons absolument aucune responsabilité dans ce drame. Et je ne parle pas d'une responsabilité judiciaire, je vous parle d'une responsabilité morale, d'une responsabilité politique. Mais ni une responsabilité judiciaire, ni une responsabilité morale, ni une responsabilité politique. Aucune responsabilité. Non. Si un des collaborateurs de Raphaël Arnaud est impliqué... Et si l'enquête détermine qu'il a... Non, ça, ce n'est pas vrai, pardonnez-moi de vous le dire. On parle d'un ancien collaborateur, d'un ancien stagiaire et d'un collaborateur qui a été relâché pour le moment, mais qui a été entendu également par les enquêteurs. Il a été relâché, à ma connaissance, sauf si vous avez des informations sur ce sujet, et n'a pas été poursuivi, il ne fait pas l'objet de poursuites particulières. Donc, s'il vous plaît, on va mettre cette personne-là sur le côté. Et ensuite, il y a une personne qui était effectivement collaborateur, qui ne l'est plus, mais je ne sais pas s'il sera jugé comme étant responsable de ce drame, mais même s'il devait être jugé comme responsable de ce drame, depuis quand, si un collaborateur est jugé responsable de
de faits délictueux ou de faits graves, depuis quand son parlementaire ou la formation politique ou le groupe politique dans lequel il siège doivent en être jugés responsables. Ça s'appelle la responsabilité politique, Manuel. Non, on ne parle pas de responsabilité juridique. Ah, pardon, je termine ma question, je vous laisse répondre. Quand vous êtes élu, vous avez des comptes à rendre à vos concitoyens, à ceux qui ont élu, les députés de manière générale. Donc là, effectivement, on ne parle pas de responsabilité juridique. La question de Thomas, c'était est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité morale, politique, envers ceux qui vous ont élu? Mais la responsabilité politique de quoi? Vous pensez que, sincèrement, que ce sont par nos propos, que c'est une demande de la France insoumise? Que ce soit clair, les députés choisissent leurs collaborateurs. Bon, mais monsieur, si dorénavant vous considérez qu'une personne qui est collaborateur d'un élu, lorsqu'il commet un acte délictueux ou grave, ou moins grave d'ailleurs, son député doit en être tenu comme étant responsable, ça revient à considérer que si vous avez dans une entreprise aujourd'hui un salarié qui commet une action délictueuse, alors son patron doit en être jugé responsable. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Monsieur, franchement, vous travaillez à la chaîne parlementaire, on est d'accord? Quand il y a eu certains journalistes, un journaliste de la chaîne parlementaire, monsieur Aziza, qui a été accusé d'avoir procédé à du harcèlement sexuel, vous n'en avez pas été jugé comme responsable. Je travaille pour Public Sénat. Au Public Sénat, mais c'est pareil. Ce que je veux vous dire par là, c'est que votre rédaction n'en a pas été jugée responsable. Nous ne sommes pas élus, mais ça ne change rien. Enfin, écoutez, il y a un principe élémentaire en droit. Le principe élémentaire en droit, c'est que vous êtes responsable des actes que vous avez commis vous-même. Quant à la responsabilité, je termine juste. Quant à la responsabilité politique, c'est un principe général d'ailleurs qui peut connaître des exceptions, pour être précis. Certes, mais là, en l'occurrence, je ne vois pas quelle exception il pourrait tenir. Là, en l'occurrence, ensuite, vous me parlez de responsabilité politique. La responsabilité politique, elle s'apprécie au regard des déclarations qui sont les nôtres, de la stratégie qui est la nôtre. Et vous pourrez reconnaître ici sur ce plateau que ce soit Jean-Luc Mélenchon, moi-même, l'ensemble des parlementaires élus de la France insoumise, nous avons toujours dit les choses très clairement. Nous refusons et nous condamnons absolument la violence. Et nous refusons que la violence participe de quelque stratégie politique que ce soit. Donc notre responsabilité politique, elle doit s'apprécier à l'aune de ces déclarations. Manuel Bompard, un parallèle simplement. Dans ce cas-là, pourquoi Jean-Luc Mélenchon, en 2018, réclamait d'auditionner Emmanuel Macron? C'était dans le cadre de l'affaire Benalla. Pour rappel, l'un de ses collaborateurs avait été filmé en train de tabasser un manifestant. À cette époque-là, vous demandiez des comptes à Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon y est même allé plus loin. Il a dit la sanction doit concerner Alexandre Benalla et évidemment tous ses chefs. Évidemment que la sanction devait concerner Alexandre Benalla et qu'à l'époque, il y a eu d'ailleurs une commission d'enquête parlementaire. Et vous demandiez d'auditionner les chefs d'Alexandre Benalla. Oui, bien sûr. Vous considérez que Raphaël Arnaud, qui est le chef aujourd'hui de ce collaborateur, pourrait lui aussi s'exprimer, au moins. Il pourrait s'exprimer. D'ailleurs, il l'a fait. Il a fait 2 tweets. Il a fait 2 tweets. Ça suffit. Ça, c'est à vous de l'apprécier, mais en tout cas, je pense qu'il a d'abord condamné ce qui s'est passé à Lyon jeudi soir, et ensuite, il a indiqué, à partir du moment où son collaborateur était concerné par l'enquête, qu'il n'était plus son collaborateur. Ce que M. Macron n'avait pas fait avec M. Benalla. Il n'avait pas dit Monsieur Benalla étant manifestement impliqué dans ces faits, je coupe tout lien avec lui. Donc pour vous, le licenciement de ce collaborateur de Raphaël Arnaud suffit à couper définitivement tous ces liens avec. Ça suffit, puisque évidemment il y a une enquête en cours. Mais vous ne pouvez pas en juger responsable ni Raphaël Arnaud, ni qui que ce soit à la France insoumise. Écoutez, la semaine dernière, il y a eu un article dans le Canard enchaîné qui dit qu'un collaborateur de Monsieur Lecornu a dû démissionner parce qu'il avait consommé des stupéfiants. Vous ne considérez pas que c'est Monsieur Lecornu qui en est responsable? Donc je trouve que le procès et la volonté, qui est l'instrumentalisation évidemment absolument totale et ignoble à laquelle on assiste depuis une semaine, en fait, vous ne devriez pas tomber là-dedans. Emmanuel Macron lui-même a appelé à faire le ménage dans vos rangs. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que ça veut dire que vous allez passer au crible le profil de vos collaborateurs? Il pourrait faire le ménage dans les siens. Enfin, je veux dire, ça c'est Emmanuel Macron, c'est pas son rôle de dire ça. Nous, il n'y a pas de ménage à faire à la France insoumise. Et si par malheur, une personne membre de la France insoumise commet un acte qui est un acte gravissime, il est plus membre de la France insoumise. On a toujours appliqué cette règle. On a quand même du mal à comprendre. Vous excluez Alexis Corbière, vous excluez Raquel Garrido pour avoir critiqué Jean-Luc Mélenchon. Vous mettez à l'écart Adrien Quatennens, 4 mois de suspension. Et là, il y a un mort. Mais franchement, votre question, excusez-moi de vous le dire, mais il y a un citoyen français qui est mort, et vous dites pas besoin d'exclure. Il y a pas. Voilà. Quel est le critère? Très simplement, très pratiquement. Franchement, faites attention. Pardonnez-moi, mais votre question, elle est quand même. Pratiquement, quel est le critère aujourd'hui à la France insoumise pour maintenir ou exclure un membre au sein du groupe parlementaire? Mais là, en l'occurrence, d'abord, le critère, ça vous regarde pas. C'est une décision collective qu'on prend, évidemment. Ça nous concerne un petit peu quand même. Mais non, mais attendez. Pas moi particulièrement. Monsieur, franchement, vous voyez pas la différence entre le fait d'avoir une personne qui commet un acte qui est un acte problématique
Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une sanction qui s'applique à cette personne et une personne qui n'a aucune responsabilité et qu'on pointe du doigt parce que l'un ou l'une de ses collaborateurs ou collaboratrices a commis un acte délictueux. Vous ne voyez pas la différence, sincèrement. Vous ne comprenez pas la différence entre les deux. Moi, je crois qu'on la comprend, elle est très très claire. Les propos contre Jean-Luc Mélenchon sont plus graves que l'affaire Quentin Derenque. Mais qu'est-ce que vous racontez? Non, voilà, pour pourquoi vous dites ça? Ou non le maintien ou non d'un député à l'intérieur du groupe parlementaire à la France Insoumise. Ce que vous dites est absolument et complètement faux, puisque aucun des députés qui ont critiqué Jean-Luc Mélenchon, si c'est à ça que vous faites référence, n'ont été exclus pour cela. Ils n'ont pas été réinvestis à la suite. Corbière et Raquel Garrido. Ils ont été exclus de notre groupe parlementaire. Ils n'ont pas été réinvestis à la suite. Non, ils ont été exclus de notre groupe parlementaire. Ils n'ont pas été réinvestis, Thomas vient de préciser. Donc ils n'ont pas été exclus de notre groupe parlementaire. 4 mois de suspension. Donc votre question est une question évidemment mal adaptée. Bah oui, mais en l'occurrence, on parlait de faits dont il était lui-même responsable, pas des faits qui auraient été imputés à son collaborateur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de la discussion qu'on est en train d'avoir. C'est-à-dire que vous êtes en train de m'expliquer qu'il faut que je vous explique la différence entre des faits qui sont commis par une personne lui-même et des faits qui sont commis par le collaborateur ou la collaboratrice d'une personne. Et vous me demandez quelle est la différence entre les deux. C'est dans les faits eux-mêmes. Il suffit de, je crois, réfléchir un petit peu. Manuel Bompard, si on se projette un tout petit peu à l'avenir, est-ce que demain, si un collaborateur, si le passé d'un collaborateur est passé au crible, est-ce que demain, un collaborateur qui est sanctionné, qui est rendu coupable de violence, pourrait être collaborateur de la France Insoumise demain? Est-ce que ce serait possible? Mais ça veut dire quoi être coupable de violence? Si c'est une personne qui frappe quelqu'un dans la rue, évidemment, non, je considère qu'il ne peut pas être collaborateur ou collaboratrice de la France Insoumise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça me paraît évident, ça me paraît très clair. Et si c'est quelqu'un qui tient des propos qui sont des propos racistes, homophobes, qui sont donc une violation avec la loi, ou des appels au meurtre, eh ben oui, je considère qu'il ne peut plus être collaborateur de la France Insoumise. C'est-à-dire que par exemple... Mais par exemple, quand un collaborateur, dimanche dernier, d'un député du Rassemblement national a appelé à la mort de Rima Hassan, de Sophia Chikirou, peut-être que vous pourriez leur poser la question de savoir pourquoi cette personne est toujours membre et collaborateur. Moi, s'il avait été parmi les collaborateurs de mon groupe parlementaire, j'aurais demandé son exclusion immédiate. Donc, si un collaborateur du Rassemblement national avait été engagé également dans une bagarre, comme ça a été le cas, une bagarre mortelle, vous auriez demandé, vous, en tant que leader politique, l'exclusion de ce collaborateur? Il me semble évident qu'un collaborateur de quelque groupe politique qu'il soit ne peut pas avoir une implication dans des faits aussi dramatiques que ceux qui se sont déroulés à Lyon jeudi dernier. Donc j'imagine que toutes les formations politiques auraient dit la même chose. Vous comprenez aujourd'hui qu'on demande des comptes aujourd'hui, les collaborateurs? Non, je ne comprends pas, mais je vous réponds quand même. Les collaborateurs, ils sont embauchés avec de l'argent du contribuable, avec une enveloppe payée par le contribuable qui permet d'embaucher. C'est normal que nous demandions des comptes et que nous demandons des comptes à l'employeur, donc à Raphaël Arnaud. Tout à fait légitime. C'est la raison pour laquelle Raphaël Arnaud a dit immédiatement, si mon collaborateur doit avoir quelque implication que ce soit dans ce drame, il ne peut plus être collaborateur. Manuel Bompard, les 7 personnes mises en examen sont ici toutes considérées par les enquêteurs comme membres ou proches de la Jeune Garde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous contestez toujours la dissolution de ce groupe, la Jeune Garde antifasciste? Mais je vous ai répondu sur ce sujet, c'est-à-dire que je vous ai dit que, à ma connaissance, la Jeune Garde ayant été dissoute il y a plusieurs mois, la dissolution étant effective, j'ai lu le communiqué. Vous avez contesté cette dissolution exactement, mais un jour avant le drame de Lyon. Mais elle était effective, vous en êtes d'accord? Oui. Donc à partir du moment où elle était effective, je ne vois pas trop comment on peut considérer que cette organisation en tant que telle soit responsable du drame qui a eu lieu à Lyon jeudi dernier. Ensuite, que certains membres qui ont participé de cette organisation aient ou pas, c'est l'enquête qui le dira, des responsabilités dans ce drame, c'est une chose. Le fait que vous considériez que c'est une organisation en tant que telle qu'on soit responsable, c'est une autre des choses. Vous contestez toujours cette dissolution, ce que vous faisiez en tout cas, les raisons qui ont précisé le décret de dissolution qui a été publié par le ministre de l'Intérieur imputait à la Jeune Garde des faits dans lesquels la Jeune Garde n'avait aucune responsabilité. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'a plaidé l'avocate de la Jeune Garde. Et aujourd'hui, ce groupe devrait être dissous? Mais pourquoi il devrait être dissous? Enfin, je veux dire, soit si à l'issue de l'enquête, moi je suis très clair, si à l'issue de l'enquête vous êtes capable de déterminer que la Jeune Garde, en tant qu'organisation politique, a une responsabilité dans ce drame, alors la question peut se poser, mais en l'occurrence, on n'en est pas là pour l'instant. Si ensuite, c'est des individus, parce qu'ils ont participé de tel ou tel groupe, qui ensuite ont une responsabilité dans ce drame, c'est une autre chose. Vous attendez d'éventuels... Évidemment. Ça fait beaucoup de hasard. C'est pas du hasard, monsieur. Pourquoi vous parlez de hasard? C'est pas du hasard. Si ces 7 personnes sont effectivement condamnées pour les faits qui leur sont reprochés, ces 7 personnes-là sont toutes affiliées ou proches au groupe
La jeune garde. garde. Ce que ça veut dire proche, moi. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Moi, c'est parce que j'ai lu. J'ai lu que parmi les 7 personnes qui étaient mises en cause, il y en avait 3 qui avaient été membres. Moi, c'est ce que j'ai lu. Alors peut-être que j'ai pas les bonnes informations et que vous avez d'autres. Peut-être que vous avez d'autres informations, vous. Mais moi, j'ai lu ça. J'ai lu 3 sur les 7 personnes qui étaient mises en cause. Donc, on parle bien d'un. On est d'accord avec les informations que je viens de donner. Juste qu'on retient, Manuel Bompard, c'est bon. Vous dites les Insoumis ne sont pas impliqués, ça vous l'aviez déjà dit cette semaine. Et là, vous nous dites la jeune garde n'est pas non plus. Je n'en sais rien. Voilà. Non, mais c'est comme une information ce matin. Non, ce n'est pas une information. Personnellement, non seulement les Insoumis ne sont pas impliqués, mais en plus la jeune garde, je ne sais pas s'ils sont impliqués dans cette histoire. Je dis qu'ayant été dissoute comme organisation, je vois difficilement comment l'organisation peut avoir une responsabilité dans ce drame. Maintenant, si l'enquête fait une démonstration inverse, moi je tiendrai compte des conclusions de l'enquête. Mais vous savez, j'ai bien compris que cette semaine, vous avez décidé de bazarder à peu près tous les principes qui sont les principes de l'état de droit. Mais moi, j'y suis attaché. Mais j'y suis attaché. Donc, comme j'y suis attaché, pardonnez-moi d'être prudent et d'attendre que l'enquête permette de déterminer les circonstances et les responsabilités. C'est comme ça qu'on devrait tous et toutes faire normalement, plutôt que d'essayer de surfer sur un drame pour essayer de s'en prendre à une formation politique, la France insoumise, comme c'est pas nouveau. Comme par exemple, ça s'est passé aux États-Unis après la mort de Charlie Kirk, où M. Trump a pointé du doigt, sans aucune preuve, le Parti démocrate pour essayer d'en faire une forme de récupération politique. Donc, je vais vous dire franchement, personne n'est dupe. Personne n'est dupe dans le pays du fait que c'est une opération d'instrumentalisation politique absolument honteuse. On va en parler. Personne n'en est dupe. Le grand jury, tout est politique. Manuel Bompard, tout est politique justement. Quelles sont les conséquences, quelles seront les conséquences de ce drame sur les prochains scrutins? En un mot d'abord, vous avez demandé pour les élections municipales que le ministre de l'Intérieur revienne sur sa classification de parti d'extrême gauche pour la France insoumise. Est-ce qu'on peut soutenir des modes d'action comme ceux de la jeune garde sans être soi-même d'extrême gauche? Mais ça n'a strictement rien à voir. L'extrême gauche, tout ça est assez largement documenté dans ce pays. C'est une stratégie politique qui consiste en particulier à ne pas considérer que les élections sont le moyen opportun pour accéder au pouvoir. Bon, ce qui est évidemment pas le cas de la France insoumise. C'est pas une infamie, c'est pas infamant d'être d'extrême gauche. C'est juste que ça correspond pas à ce qu'on est. Oui, mais des modes. Monsieur, si je vous dis que vous êtes boulanger, vous n'êtes pas boulanger, vous êtes journaliste. Bon, c'est pas infamant d'être boulanger. Bon, moi, c'est pas infamant d'être d'extrême gauche, mais en fait, on n'est pas d'extrême gauche. Notre programme n'est pas d'extrême gauche. Notre stratégie politique n'est pas d'extrême gauche. Vous soutenez des groupes d'extrême gauche? Non, mais nous soutenons, on peut avoir parfois des rapports, des relations, des liens avec des groupes qui, eux, sont positionnés à l'extrême gauche. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une infamie d'être d'extrême gauche. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas de la France insoumise. Et que le ministre de l'Intérieur essaye d'utiliser cette étiquette comme en quelque sorte un moyen de stigmatisation politique pour essayer de nous cantonner à l'extrémité du spectre politique, tout le monde l'a compris. Mais franchement, ça ne marchera pas. Et je vais même vous dire qu'il devrait faire attention à ce qu'il fait, M. Nunez, parce que ça sera peut-être la première fois dans l'histoire que l'extrême gauche gagne l'élection présidentielle s'il continue comme ça. On va en parler justement. Loris Boischaud. Manuel Bompard, est-ce que vous considérez que ce qui s'est passé cette semaine va entraîner des conséquences sur vous empêcher de faire alliance, par exemple de nouvelles alliances avec la gauche? On a entendu cette semaine de nombreuses déclarations. Yannick Jadot, ancien candidat écologiste, vous appelle aujourd'hui dans la tribune dimanche à apporter des clarifications. François Hollande a pointé une double responsabilité de LFI, une brutalité dans l'expression, d'avoir accepté d'avoir des liens avec la jeune garde, l'alliance avec la France insoumise avant, vous avez remarqué. C'était des partenaires encore lors des élections législatives de 2024, derrière la bannière du nouveau Front populaire. Est-ce que après cette semaine, vous craignez d'être marginalisé de la vie politique et de ne plus pouvoir nouer à nouveau ces alliances? Alors là, vous avez cité des individus qui se sont matérialisés, exprimés depuis des mois et des mois par leur volonté de s'allier avec la France insoumise. Vous avez remarqué? Non, M. Jadot, M. Hollande, à chaque semaine, ils expliquent qu'il y a une nouvelle raison pour lesquelles il ne faut pas travailler avec la France insoumise. Donc franchement, je prends évidemment pas ça au sérieux. Moi, je vais vous dire... Est-ce que ce moment sera difficile à décoller? Attendez, je vais vous dire. Ce moment est un moment de clarification politique. Et dans ce moment de clarification politique, il y a ceux qui sont capables de tenir bon face à une offensive et à une instrumentalisation absolument ignoble de l'extrême droite. Il y a ceux qui sont capables de tenir bon, et puis il y a ceux qui, par lâcheté, par opportunisme... Attendez, je vais aller au bout de ma démonstration, et après je vous laisse poser votre deuxième question. Dans ce moment de clarification politique, moi, ce que j'observe, c'est des milliers de gens partout dans le pays qui viennent nous voir et qui se tournent vers nous, là, depuis ces derniers jours, pour nous dire, bon, on a compris, c'est vous qui tenez bon dans cette lutte contre l'extrême droite. Donc je me sens pas du tout marginalisé, vous voyez. Et je pense que ceux qui à gauche, d'une certaine manière, vous dites ceux qui à gauche ont fait
Non, c'est pas ce drame, c'est la manière avec laquelle il est instrumentalisé et la manière avec laquelle vous essayez de faire haro sur la France insoumise. Et ça, c'est ressenti par des millions de nos concitoyens comme étant une injustice absolue. Et ceux qui, à gauche, n'ont pas compris ça. Ceux qui, à gauche, ont fait des déclarations pour mettre sur le même plan le fascisme et l'antifascisme, eux, à mon avis, ils portent une très lourde responsabilité devant l'histoire. Parce qu'à gauche, on n'a jamais considéré que le fascisme et l'antifascisme, c'était la même chose. Vous dites, par Jamais. exemple, Parce que le ceux qu'on a fascisme- énuméré, Yannick Jadot, Oui. François Hollande, ils soutiennent le fascisme aujourd'hui, c'est Et ça? est-ce que c'est ce que j'ai Non, dit parce que monsieur vous faites la distinction entre fasciste et antifasciste. Non, monsieur, je n'ai pas dit ça, s'il vous plaît. J'ai dit que ceux qui mettaient sur le même plan le fascisme et l'antifascisme font une erreur historique et qui est la négation absolue de ce qu'a toujours été l'engagement de la gauche. D'ailleurs, dans l'histoire, même de la SFIO, même dans l'histoire de la SFIO, après la démonstration des ligues fascistes en 1934, il y avait des groupes qui faisaient ce qu'on appelle de l'autodéfense populaire, vous voyez. Et à l'époque, personne ne demandait aux dirigeants du Alors ça, Parti c'est très socialiste de intéressant. rompre Sur avec ces l'autodéfense, groupes-là. Manuel Bompard, sur l'autodéfense, Oui. expliquez-nous pour vous qu'est-ce que c'est que l'autodéfense et dans quelle mesure la violence politique peut être légitime dans certains cas en Ah non, République. moi, j'ai jamais dit que la violence politique était légitime. J'ai dit que quand vous êtes dans une ville comme Lyon, dans lequel vous ne pouvez plus organiser, par exemple, de marches LGBT, de conférences pour dénoncer le génocide en Palestine, que vous ne pouvez plus avoir d'initiatives antiracistes, que vous ne pouvez plus avoir d'initiatives féministes, parce que dès que vous en tenez une, vous avez des groupes d'extrême droite qui vous attaquent avec des barres de Dans fer. ces cas-là, la Oui, force dans ce est cas-là- un recours. Ah non, 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 je ne dis pas que la force est un recours, mais dans ce cas-là, comme les autorités ne font rien, vous ne pouvez pas reprocher à des militantes et à des militants de s'organiser pour essayer de garantir la possibilité de tenir ces événements et de garantir le fait que vous n'êtes pas Manuel agressé dans Bompard, la rue. simplement- Voilà, c'est ça qu'on appelle l'autodéfense. Et la distinction entre l'autodéfense et ce qui s'est passé à Lyon jeudi soir, c'est que l'autodéfense, c'est précisément de la défense, c'est non violent. Quand on est attaqué. Alors que quand on frappe un homme à terre, c'est pas de l'autodéfense. Voilà la distinction. Et donc, si Avec des certains condamnations, ont besoin de Raphaël Arnaud avait clarifier, été condamné en 2022 pour Mais- violence volontaire en réunion. Donc cette mais- autodéfense peut conduire à des condamnations en justice. mais en l'occurrence, dans la condamnation dont vous parlez, il n'y avait aucun coup qui avait été donné. Donc la différence, elle est évidemment là. Vous me demandez la clarification. Moi, j'ai pas besoin de clarifier quoi que ce soit. J'ai toujours été clair. Ça, je suis d'accord avec le fait qu'on s'organise pour pouvoir tenir des événements. Par contre, Ce je ne sont suis pas des absolument- milices, vous ne parlez je- pas de milices Pas du tout, politiques. pas du tout. Par contre, je suis absolument en désaccord avec le fait qu'on frappe un homme à terre. Voilà, c'est Et dans ce simple la contexte, distinction. Jean-Luc Mélenchon doit maintenir son meeting jeudi à Lyon. Il doit venir apporter son soutien à la candidate. C'est un meeting qui était prévu de longue date, qui s'inscrit dans une série de quasiment 300 réunions publiques qu'on organise, nous les Insoumis, partout en France, dans le cadre des élections municipales. Donc le Il meeting faut qu'on aura bien puisse lieu. aller jusqu'au bout de cette campagne En un mot, Manuel électorale. Bompard, le meeting aura bien Bien lieu. sûr, il faut que la France insoumise, comme toutes les formations politiques, puisse faire campagne aux élections municipales, à Lyon comme dans tout le pays. Enfin, j'ai bien compris que certains ont décidé dorénavant, sous le coup de la responsabilité absolument infamante qui est portée contre la France insoumise, de s'attaquer à nos permanences, de s'attaquer à nos militants, de s'attaquer à nos têtes On de va liste. avoir l'occasion de parler Ben moi, je de veux ces juste dire, élections. ces gens-là ne nous intimident pas, ne nous feront pas peur et ne nous empêcheront pas de continuer à faire campagne. Parce que On parlera dans la des élections démocratie, chaque force municipales politique dans la doit pouvoir deuxième faire campagne. partie. Merci beaucoup Manuel Bompard. Merci à On se vous. retrouve dans quelques minutes. Le grand jury RTL Public Sénat, le Et toujours avec nous dans ce grand jury, Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. Avec moi également autour de ce plateau, Steve Jourdain de Public Sénat et Loris Boichot du Figaro. Dans un instant, nous parlerons des élections municipales. C'est dans 3 semaines et de la campagne présidentielle. le grand jury. Question express. Mais d'abord, Manuel Bompard, nos questions express, vous connaissez le principe, des questions courtes et on essaye des réponses courtes également. Essayez. Loris Boichot. Manuel Bompard, pour ou contre voir un président se faire payer au SMIC? C'est une proposition de l'un de vos anciens compagnons de route, le député François Ruffin. Je trouve que c'est une proposition démagogique. Le dernier qui a parlé de ça, c'était Donald Trump, vous voyez. Donc plutôt contre, même si après, évidemment, la question de limiter les rémunérations des élus, ça c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut travailler. Payer le prochain président au SMIC, donc vous plutôt contre. Steve Jourdain. Pour ou contre faire du projet de loi autorisant l'euthanasie une priorité pour qu'il soit adopté avant la présidentielle? Ah, moi, je suis favorable à ce projet de loi depuis des années et des années. D'ailleurs, c'était dans les différents programmes présidentiels de Jean-Luc Mélenchon. Donc, pour. Maintenant, je pense que c'est important que tout le monde comprenne, parce que je peux comprendre qu'on y soit opposé d'un point de vue personnel. Mais il faut que tout le monde comprenne qu'il s'agit d'accorder un droit, de ne pas instaurer une obligation. Si ça bloque Donc, référendum, il faut passer par un référendum?
Si ça bloque au Mais je Parlement. vois pas pourquoi ça bloquerait. Il y a eu une majorité à l'Assemblée nationale pour le voter. Il y aura en un première vote lecture. en deuxième lecture. Il y aura un mardi. vote en deuxième lecture. Je pense que l'Assemblée l'adoptera. Et si le Sénat s'y oppose, eh ben, c'est dans nos institutions l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et vraiment, j'insiste là-dessus, pardon, c'est important pour les gens qui nous écoutent. Vous avez le droit d'être opposé à titre personnel à ce droit-là. Les opposants, Mais notamment au Parlement, personne parlent d'un ne- droit à tuer. Mais non, mais précisément, personne ne va vous obliger le fait d'y avoir recours par vous-même. C'est juste qu'une personne qui considère que les souffrances qu'elle subit sont tellement insupportables qu'elle veut avoir recours à ce droit, il faut qu'elle ait la possibilité de le faire. Donc on n'instaure pas une obligation, on ouvre un droit. C'est important d'avoir C'est cette très simple, il y distinction. aura une liberté de vote de la part des députés insoumis à l'Assemblée. Sur ces questions-là, il y a toujours plutôt une liberté de vote parce que c'est des questions qui renvoient parfois à des convictions intimes et personnelles. Mais en première lecture, il n'y a pas eu de mémoire d'opposition au sein du groupe insoumis parce que c'était une mesure qui était dans notre programme et que nous défendons depuis plusieurs années maintenant. Manuel Bompard, pour ou contre autoriser le groupe Dassault, propriétaire du Figaro, à fabriquer des Rafales en Inde? On parle du contrat du siècle, mais avec le risque de voir filer notre savoir-faire à l'étranger. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il vaut mieux produire en France. Et que Quitte à renoncer à ce très gros contrat. peut-être qu'après il peut y avoir des clauses. Moi, je suis pas négociateur du contrat pour Dassault, mais je pense que on a une capacité et des capacités de production en France, et c'est sur les capacités de production en France qu'il faut s'appuyer. Pour ou contre l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en France en 2030? Le comité Moi, je suis d'organisation opposé. est dans la tourmente à la suite de plusieurs tensions internes. Nous n'y sommes opposés. Les députés de la France insoumise, d'ailleurs des régions concernées, c'est-à-dire la région PACA et la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons engagé un certain nombre de procédures et notamment saisi des instances internationales parce que les procédures de concertation qui sont normalement nécessaires pour pouvoir décider de l'organisation d'un tel événement n'ont pas été respectées par la France. Et d'ailleurs, il y a eu une décision, une condamnation de la France parce qu'elle n'a pas mis en place ces procédures de concertation. Est-ce que vous demandez même dans ce cas-là qu'on échange avec les États-Unis qui organiseront les JO d'hiver 4 ans après, qu'on prenne un peu plus de temps et que... Non, moi je ne demande pas d'échange. Je dis que Il faut renoncer. Mais je pense que de manière générale, au vu des enjeux environnementaux et écologiques aujourd'hui, on devrait avoir une réflexion internationale sur l'organisation de ces gros événements sportifs. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne va plus organiser de gros événements sportifs, mais est-ce que tous les 4 ans, pour certains Jeux Olympiques, tous les 4 ans pour les autres, c'est-à-dire donc tous les 2 ans, il faut avoir des développements d'infrastructures gigantesques qui se font au détriment de l'environnement et qui après sont souvent des infrastructures qu'on n'utilise plus. Je pense qu'on peut avoir une question, je ne sais pas, une rotation, un site unique. On pourrait quand même ouvrir cette réflexion parce que je pense que ces infrastructures-là, elles seront bientôt plus tenables, tout simplement. Le grand jury 2027, c'est demain. 2027, c'est l'élection présidentielle, Manuel Bompard, mais avant cela, il y a les élections municipales dans 3 semaines, et non pas dans 3 mois pour ceux qui étaient avec nous dans la première partie. Il y a une petite coquille, dans 3 semaines, les élections municipales. Jusqu'à présent, la France insoumise avait plutôt fait l'impasse sur ces élections. Qu'est-ce qui a changé cette année? On parle de Roubaix, de Paris, de Marseille, de Toulouse. Alors, d'abord, la France insoumise, elle a fêté ses 10 ans il y a 2 semaines. Donc, c'est un jeune mouvement politique. Et donc, vous avez raison de dire que ce n'est pas un mouvement qui avait une implantation en termes d'élus locaux qui soit extrêmement importante. Donc, à la dernière élection municipale, la France insoumise, elle était encore très jeune. Elle ne s'était pas encore développée suffisamment pour pouvoir aborder cette échéance électorale. Là, ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle nous présentons quasiment autour de 500 listes partout en France, avec l'objectif partout de faire des propositions. Quitte parfois à faire perdre les autres candidats de la gauche. Mais non, pas. Quand on se présente pour gagner. Attendez, je vais répondre à vos questions un peu politiciennes, mais d'abord Politique, simplement. Non, mais c'est pas grave, c'est pas méchant. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que depuis des mois et des mois, on parle des élections municipales, on n'a jamais l'opportunité de parler programme. Donc je trouve que c'est quand même bien qu'on puisse parler programme. Donc voter pour une liste insoumise aux élections municipales, c'est voter pour la gratuité de la cantine scolaire. C'est voter pour que la cantine soit bio. Il y a le Mercosur, il y a les pesticides, le gouvernement veut réintroduire des pesticides. Eh bien, bien manger à la cantine, ça ne doit pas être réservé à quelques familles. Combien donc, de conseillers municipaux vous ambitionnez de faire élire sur ce programme? Promis, je réponds ensuite à vos questions, mais laissez-moi juste dérouler une deuxième proposition programmatique. Donc les cantines, c'est très important. Lutter contre le logement indigne et le logement insalubre. Partout, on a des difficultés, des gens qui vivent dans des logements dans un état absolument catastrophique. Donc là, les villes, elles doivent avoir des brigades du logement, les villes, elles doivent investir sur ce sujet, des régies publiques, des ascenseurs pour faire en sorte que les ascenseurs ne soient pas en panne, la tranquillité publique.
publique. La tranquillité publique. Il faut tourner le dos aux positions qui sont celles qui sont développées aujourd'hui par les mairies, qui sont à l'œuvre, qui sont en place. Lesquelles ? Des mesures qui sont des mesures de communication, des maires qui se prennent pour des shérifs, qui pensent que parce qu'on va mettre des caméras partout et parce qu'on va... Plutôt des maires de droite. Mais par... Votre programme est quand même assez proche de d'autres partis de gauche, je pense au Parti socialiste notamment. C'est quoi le critère aujourd'hui ? Vous dites, en cas de second tour où le Parti socialiste est devant, on se retire pour ne pas permettre le RN d'arriver au pouvoir. Le critère, c'est qu'on est candidat aux élections municipales avec l'objectif de l'emporter. Donc il y a un programme et je vous ai donné quelques-unes de ces mesures, j'aurais pu en donner d'autres. Ensuite, comme toujours dans les élections municipales, il y a 2 tours. Donc nous, notre objectif, c'est d'être en tête à gauche au soir du premier tour, si vous ne l'êtes pas, dans l'essentiel des villes. Oui, mais permettez qu'on puisse aussi examiner l'hypothèse où nous le sommes. Gagner, on sait bien, Manuel Bompard. Donc pardonnez-moi de vous répondre ça. Donc partout où on sera en tête, et après je répondrai si on ne l'est pas, parce que moi je réponds à toutes les questions. Partout où nous serons en tête, nous proposerons le rassemblement à toutes les autres listes de gauche pour battre la droite et l'extrême droite. Ça c'est clair. Dans l'hypothèse où nous ne sommes pas en tête, il faudra poser la question à ceux qui sont en tête, puisque c'est eux qui ont le pouvoir de proposer ou de ne pas proposer le rassemblement. Et vous serez ouvert à tout rassemblement au second tour si vous n'êtes pas en tête avec la gauche ? Il faut être d'accord sur un contenu programmatique. Il faut. Donc il y a des conditions. Vous dites pas, on se désiste, peu importe les conditions. Non, mais on veut pas que le jamais, RN... monsieur. Pourquoi on se désisterait ? Enfin, je veux dire. Pour pas que le RN arrive au pouvoir. Mais non, mais ça. Il n'y aura pas de désistement gratuit. Mais certainement pas. Mais enfin, écoutez, la tradition politique à gauche, c'est pas qu'au deuxième tour, les listes de gauche se désistent les unes par rapport aux autres. La tradition politique à gauche, c'est que les listes se rassemblent. On va prendre un exemple très précis. C'est 2 choses différentes. C'est que les listes se rassemblent, pas qu'elles se désistent. Ça n'a jamais existé à gauche. Le désistement comme étant position réciproque. Moi, si on est en tête dans une ville, je cite pas de ville pour pas avoir de problème pour le temps de parole. Mais si nous sommes en tête sur une ville, moi je propose le rassemblement aux autres listes de gauche. Pourquoi ? Pour des raisons démocratiques, parce que les électrices et les électeurs qui ont voté pour l'autre liste de gauche, ils doivent être représentés au conseil municipal. Et donc tout le monde doit appliquer cette même règle. Rien n'est gratuit, des conditions. En tout état de cause, nos électrices et nos électeurs, ils doivent être représentés au second tour. On va prendre un exemple, Manuel Bompard. Il y a une ville où la gauche est particulièrement divisée, c'est à Marseille. Vous êtes député de Marseille. Vous soutenez Sébastien. Pas particulièrement divisé, monsieur. Il y a 2 listes à gauche, comme la dernière fois. Vous soutenez Sébastien Delogu, insoumis, c'est l'un de vos collègues à l'Assemblée. Marseille, fort risque de victoire RN avec Franck Alizio. Pourquoi maintenir votre candidature alors que le maire sortant Benoît Payan vous avez raison. à quelques centaines de voix? Vous avez raison, on pourrait quasiment plus se présenter aux élections aussi. Non, vous auriez pu faire second tour, là. Vous auriez pu faire l'une. Mais je vous ai pas dit qu'au second tour on allait maintenir notre candidature, c'est parce que je vous ai dit. Je pense que j'ai été assez clair. Moi, mon objectif à Marseille, comme partout ailleurs, et permettez qu'on fasse d'abord cette campagne dans cet objectif-là, c'est d'arriver en tête à gauche, parce qu'on pense, nous, que le programme qu'on porte et que les électrices et les électeurs qu'on est capable de mettre en mouvement dans cette élection municipale, c'est la meilleure garantie d'empêcher l'extrême droite de s'emparer de la ville. Pour le moment, dans les sondages, il n'est pas en tête à gauche. Dans les sondages, comme vous l'avez dit, c'est ça. Pour le moment, dans les sondages. Si il y a pour le moment et dans les sondages, dans votre phrase. Et bon, l'élection, c'est pas demain. C'est dans 3 semaines, vous l'avez dit tout à l'heure, et les sondages, c'est pas une élection. Je vous laisse terminer ma phrase, Manuel Bompard. Je vous en prie. Marseille bascule à l'extrême droite, c'est... Mais Marseille ne basculera pas à l'extrême droite parce que les électrices et les électeurs vont se mobiliser massivement et nous ferons tout ce qu'il est nécessaire de faire pour empêcher Marseille, comme quelques autres villes que ce soit, de basculer à l'extrême droite. On va parler d'une autre ville. Moi, je suis très clair sur ce sujet. Et donc ensuite, il appartiendra à la responsabilité des listes arrivées en tête à gauche d'organiser le rassemblement pour empêcher une ville de passer à l'extrême droite. Donc vous dites à Benoît Payan, le maire de Marseille, s'il veut avoir la paix, entre guillemets, au second tour, s'il ne veut pas avoir Sébastien Delogu, candidat qui se maintienne, c'est à lui de créer les conditions pour l'accueillir sur sa liste. Non, je dis aux électrices et aux électeurs, parce que moi je ne m'adresse pas à Benoît Payan, je dis aux électrices et aux électeurs à Marseille, nous avons dit les choses très clairement. Si nous sommes en tête, nous organiserons le rassemblement pour battre la droite et l'extrême droite. Monsieur Payan ne dit pas ça. Donc si vous voulez avoir une garantie que la gauche soit rassemblée au second tour des élections municipales à Marseille, vous avez une chose simple à faire. C'est voter pour Sébastien Delogu au premier tour, mettez-le en tête à gauche, et alors le rassemblement s'organisera au second. Vous parlez des conditions du rassemblement, Manuel Bompard. Le Parti socialiste dit, on peut faire des rassemblements au second tour au cas par cas, mais à condition que la France insoumise condamne les violences. Qu'est-ce que vous répondez à Olivier Faure quand il dit ça ? Rien, parce que c'est évidemment une infamie, puisqu'il me semble assez clair, vous en êtes témoin, je crois, ça fait une bonne demi-heure qu'on discute de ce sujet, que la France insoumise condamne les violences. Donc, vous dites non, ça, Olivier Faure... Mais non, mais je dis que Olivier Faure devrait avoir un petit peu de courage. Soit il est pour que... il faut à un moment, faut prendre des décisions fortes.
Il ne prend pas décision forte, Olivier Faure. Non, je crois qu'il est sous pression et il oscille en fonction de ce que les uns et les autres disent. Voilà, moi, mes positions, elles sont des positions claires. Et quand Olivier Faure a fait ce qui est, de mon point de vue, une erreur historique, de mettre sur le même plan, dans une note de blog, des groupes fascistes et des groupes antifascistes, là, je pense que s'il doit y avoir un malaise quelque part, à mon avis, il est au sein du Parti socialiste. En tout cas, il n'est pas au sein de la France insoumise. Il a fait une faute, Olivier Faure. Historique. Ça le disqualifie pour discuter avec vous plus tard? C'est une faute historique extrêmement grave, monsieur. Et je sais d'ailleurs qu'il l'a lui-même reconnu, puisqu'il a modifié sa note de blog depuis. Est-ce que vous-même, vous pourriez continuer de discuter avec le Parti socialiste à l'avenir sur d'autres élections? Vous aimeriez tellement que je vous prenne des positions sur des sujets, vous dire on ne discutera plus jamais avec personne. Mais moi, face à l'extrême droite, monsieur, face à la droite, je suis capable de dire que les électrices et les électeurs de gauche, ils doivent se rassembler. Et donc, je leur propose de nous mettre en tête au premier tour, parce que nous, on ne fera pas semblant. Si on est en tête au premier tour dans une ville, on organisera le rassemblement. Et avec l'objectif de faire entrer combien d'insoumis dans les conseils municipaux? Un maximum. Plusieurs centaines, plusieurs milliers? Un maximum, oui. Plusieurs centaines, plusieurs milliers, de remporter des villes. Après, c'est les électrices et les électeurs qui le décideront, mais je crois faire la démonstration à travers de la gestion municipale que le programme politique qu'on porte, y compris au niveau national, on peut le mettre en œuvre. Le scrutin majeur après ces élections municipales, ce sera l'élection présidentielle. Oui. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon sera candidat à ce scrutin? Ça, on vous le dira en temps voulu, au moment opportun. Vous le souhaitez? Mais moi, j'ai toujours dit la même chose. J'ai toujours dit que, il y aura évidemment un candidat insoumis à l'élection présidentielle pour porter un programme qui est le programme L'Avenir en commun. Comment il sera désigné? Deuxièmement, que moi, je souhaite que cette candidature soit une candidature commune à d'autres formations politiques. Je souhaite que ça soit un candidat qui puisse être soutenu par d'autres formations politiques et de créer les conditions pour que ce soit le cas. Et ensuite, en ce qui concerne qui est le candidat ou la candidate, vous acceptez l'idée que les insoumis le décideront en temps voulu et pas avant l'élection municipale. C'est le plus légitime, Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, c'est le mieux placé, manifestement, y compris dans tous les sondages. D'ailleurs, c'est le mieux placé à gauche. Il vous avait dit, Jean-Luc Mélenchon, faites mieux. Ça veut dire que pour le moment, personne n'est capable de faire mieux? Faites mieux, je trouve qu'on a fait pas mal déjà. Mais après, vous savez, être candidat à l'élection présidentielle, ça nécessite une expérience, une connaissance des dossiers, une profondeur historique. Et je trouve qu'à la France insoumise, grâce à Jean-Luc Mélenchon, il y a un certain nombre de figures qui ont très largement progressé ces dernières années, qui sont y compris maintenant identifiées du grand public. Donc c'est bien, ça nous donne l'embarras du choix. Et vous admettez l'idée qu'on décidera en temps voulu de qui est la personne qui est la mieux placée. Dans votre cœur, celui que vous voulez, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais je vous ai répondu, non. Je considère qu'aujourd'hui, c'est le mieux placé. Je n'ai pas de problème à vous le dire. Mais en l'occurrence, c'est pas là sur votre plateau. Vous dites on désignera, mais comment vous allez désigner? Qui va désigner? Écoutez, à la France insoumise, il y a eu ce qu'on appelle une assemblée représentative qui, il y a quelques mois, avait déterminé une procédure visant à ce qu'on ait un intergroupe parlementaire qui puisse faire une proposition de candidature. Donc il y a une procédure qui a été mise en place au sein de la France insoumise et qui sera appliquée. Vous dites, vous espérez que ce sera une candidature de rassemblement. Pour le moment, vous refusez de participer à une primaire de la gauche avec les écologistes, avec les socialistes. Pourquoi? Quand on regarde le ticket d'entrée au second tour, il va être extrêmement bas. Dans le dernier sondage d'intention de vote pour Public Sénat, on parle d'un ticket d'entrée entre 14 et 17%. Aujourd'hui, tout seul, Jean-Luc Mélenchon, il est à 11%. Ça veut dire qu'il faut se rassembler encore. Il y a 11% Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas sur la base de quel sondage vous dites ça, mais... Baromètre Odoxa pour Public Sénat du mois de novembre. On regardera. Ah, novembre, oui, d'accord. Vous êtes allé chercher loin pour trouver 11%. Parce qu'il y en a eu... Non, parce qu'il y en a eu d'autres qui le mettaient plutôt à 13, à 14. Mais bon, vous avez choisi le chiffre le plus bas. Je comprends, c'était pour justifier votre question. Mais est-ce qu'il faut se regrouper? Est-ce qu'il faut participer à une primaire? Mais en l'occurrence, je vous rappelle qu'à un mois de la dernière élection présidentielle en 2022, Jean-Luc Mélenchon était à 11%, effectivement, et puis il a fait 22%. Vous voyez, un mois plus tard. Donc les baromètres Odoxa, les sondages IFLOP et les sondages au pif, pardonnez-moi que ça ne soit pas ce que j'utilise pour déterminer ma stratégie politique. Pour le reste, monsieur, la primaire dont vous êtes en train de parler n'est pas une primaire de rassemblement, c'est une primaire de division. On sait d'ores et déjà qu'il va y avoir des candidats qui disent, j'ai entendu M. Ruffin, j'ai entendu Mme Tondelier dire « Oh, mais moi, de toute façon, j'ai été investi par mon parti en ce qui concerne Mme Tondelier et M. Ruffin, je suis déjà soutenu par X personnes, donc dans tous les cas, je serai candidat. » Donc le principe d'une primaire, c'était de réduire le nombre de candidats, c'était pas de l'augmenter. Donc pardon, je pense que cette primaire, elle est sur un périmètre politique, qui ne permet pas de garantir le fait que si l'un l'emporte, l'autre le soutienne. Mais vous voulez et donc je n'y crois que les pas. autres soutiennent Jean-Luc Mélenchon? J'ai dit que je souhaitais qu'on puisse créer les conditions d'une candidature qui soit la plus commune possible avec d'autres, et que si certaines formations politiques veulent participer d'une campagne électorale avec nous, on a fait une proposition, Jean-Luc Mélenchon l'a faite il y a
il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il l'a refaite encore. On a proposé ce qu'on a appelé une offre fédérative, c'est-à-dire si certaines formations politiques veulent travailler avec nous sur présidentielle, législative, programme, Vous l'avez dit notamment ils sont les bienvenus. Vous avez notamment dit pour le Parti communiste. Par exemple, au Parti communiste, aux écologistes. Fabien Roussel, il semble quand même encore se préparer pour la présidentielle. Oui, mais j'ai cru comprendre ces derniers mois qu'entre les positions de Fabien Roussel et les positions du groupe communiste, par exemple, à l'Assemblée nationale, je n'entendais pas toujours la même chose. Donc Fabien Roussel, la dernière fois, sa candidature à l'élection présidentielle, elle nous a empêchés d'être qualifiés au second tour. Donc ce serait, de mon point de vue, une erreur, parce que d'un point de vue des votes à l'Assemblée nationale avec les communistes et d'un point de vue du programme que l'on défend, on vote quasiment tout le temps la même chose avec les députés communistes à l'Assemblée nationale. Donc il y a plutôt un chemin pour présenter une candidature commune à la présidentielle et des candidatures communes aux législatives. Vous souhaitez toujours gouverner avec les écologistes et les socialistes, malgré le fossé qui s'est creusé cette semaine. Mais ça, On a parlé des déclarations tout à l'heure. Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait de fossé qui sur fond de mort du militant nationaliste Quentin Derenc à Lyon. Non, je pense qu'il y a un fossé qui s'est créé avec certaines personnalités. Vous avez cité M. Hollande et M. Jadot. Il y a un fossé qui s'est créé entre certaines personnalités et la gauche. Ça, oui, je suis d'accord avec vous. Il y a ce fossé qui s'est constitué, mais pour le reste, qui gouverne avec qui? Ça, c'est les électrices et les électeurs qui le décident. Et plus ils nous donneront de force à l'élection municipale, et plus ils nous donneront de force à une élection présidentielle, avec toutes celles et ceux qui mèneront cette bataille avec nous, et plus on sera en mesure de pouvoir appliquer notre programme, tourner la page du macronisme et empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir. Et ça commence le 15 et le 22 mars aux élections municipales. Donc, je m'arrête là après, je dis aux gens qui nous écoutent, le 15 mars, vous avez la possibilité d'avoir un vote sur le programme pour les élections municipales, mais aussi d'avoir un vote qui aura une répercussion nationale. Ça sera un vote qui nous donnera de la force pour l'élection présidentielle et un vote de résistance antiraciste et antifasciste. Le message est passé. Le grand jury, ça se passe au Parlement. Dernière rubrique de cette émission, Manuel Bompard. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a annoncé cette semaine, à l'occasion du dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, l'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, texte porté par l'ancienne majorité et quelques députés socialistes aussi, dont François Hollande. Vous soutiendrez ce texte qui vise à lutter contre l'antisémitisme ? Absolument pas, parce que ce n'est pas un texte qui vise à lutter contre l'antisémitisme. C'est un texte qui vise à instrumentaliser la lutte contre l'antisémitisme pour criminaliser la contestation de la politique du gouvernement de M. Netanyahou. C'est précisément ça. Texte, oui, il prévoit à la fois de sanctionner davantage ce que certains appellent la banalisation du terrorisme, mais aussi de créer un délit visant à sanctionner les appels à la destruction de l'État d'Israël. Mais moi, je suis évidemment contre les appels à la destruction d'un État, mais je vois bien comment il y a derrière cette proposition de loi, qui d'ailleurs n'est pas à l'initiative de M. Lecornu, qui est à l'initiative de Mme Yadan, qui est députée du groupe Ensemble pour la République, du groupe macroniste, élu représentante des Français de l'étranger de sa circonscription, et qui vise par là même à essayer de museler toutes les critiques qui sont les critiques légitimes et indispensables de la politique du gouvernement israélien. D'un côté, appel à la destruction de l'État d'Israël, qui est différent de la contestation du gouvernement israélien. C'est ce qu'a à nouveau précisé ce matin la ministre Aurore Berger. Oui, mais Madame Berger, sur ce sujet, je ne la crois pas et je ne lui fais absolument pas confiance. Et d'ailleurs, c'est ce que pensent de nombreux chercheurs, de nombreux juristes, qui disent que cette loi, son objectif, ce n'est pas de lutter contre l'antisémitisme. Si c'était une loi pour lutter contre l'antisémitisme, je serais évidemment d'accord avec, parce qu'il faut lutter contre l'antisémitisme. D'ailleurs, quand on veut lutter contre l'antisémitisme, la première chose à faire, c'est pas de laisser défiler des gens dans la rue hier qui ont été condamnés pour antisémitisme ou qui sont dans des groupes antisémites. Parce que là, bizarrement, j'ai entendu peu le gouvernement protester sur la présence d'un certain nombre de personnes dans la marche hier. Donc voilà, je vous réponds franchement, moi non seulement je suis contre cette loi, mais en plus je la combats. Et je la combats absolument et vigoureusement parce qu'elle n'a rien à voir avec la lutte nécessaire et légitime. Vous faites la distinction entre lutte contre l'antisémitisme et lutte contre l'antisionisme. Très clairement, pour que ce soit clair pour tout le monde, pour vous, qu'est-ce que c'est que le sionisme ? Il y a évidemment, dans l'histoire, plusieurs définitions. Pour vous ? Je pense que quand c'est utilisé aujourd'hui, dans le contexte actuel, ça veut dire le soutien et avec la politique du gouvernement Netanyahou. Voilà. Donc ça, pour vous, ça c'est le sionisme. Non, je ne dis pas que c'est pour moi, parce que je sais que c'est un peu plus compliqué du point de vue des différentes définitions, des différentes formes de sionisme qui existent dans l'histoire. Je dis que quand c'est utilisé dans le débat public aujourd'hui en France, je pense que c'est ce sens que ça... Pour vous, les sionistes, c'est ceux qui soutiennent la politique de Benyamin Netanyahou. Je pense que c'est comme ça qu'un certain nombre de personnes aujourd'hui dans le débat public... Pour Sébastien Lecornu, se dire antisioniste, c'est contester le droit même d'Israël d'exister. Évidemment, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que ce terme est employé. En l'occurrence,
l'occurrence, par exemple, par la France insoumise, qui a toujours été partisane du respect absolu du droit international, et donc certainement pas de la négation de l'existence de l'État juste pour que ce soit clair, si vous dites on n'appelle pas à la destruction de l'État d'Israël, ça veut dire très concrètement que vous êtes sioniste, vous, à la France insoumise. Mais ça dépend. Dans la définition la plus large et la plus je sais établie que par vous les avez beaucoup travaillé sur le sujet, mais vous savez qu'il y a un sionisme orthodoxe, il y a un sionisme Non, de manière religieux. très générale. Est-ce que vous acceptez l'existence de l'État d'Israël? Donc vous dites oui, dans cette acception-là, il y en a je suis différentes sioniste. formes, et comme je vous l'ai dit, je vois comment ce terme est employé aujourd'hui et quel sens il lui est donné. Et donc moi, je suis absolument hostile et absolument révolté par le génocide commis aujourd'hui par le gouvernement Netanyahou à Gaza. Et quand les gens disent « nous combattons le sionisme », ils combattent en vérité ce génocide. Donc c'est la manière avec particularité du sionisme, c'est ce que vous dites. Vous ne rejetez pas tout le sionisme. Non, c'est ce qu'on retient aujourd'hui, Manuel Bompard. Écoutez, retenez ce que vous voulez. Je pense que j'ai été très clair. Moi, ma position, c'est la position qui consiste à dire qu'il faut ramener la paix, et que pour ramener la paix, il faut l'existence d'un État palestinien et la possibilité pour ces deux États de vivre en paix et en liberté. Et qu'on devrait tous travailler dans ce sens-là. Et que la première chose à faire pour ça, c'est évidemment d'arrêter le génocide en cours à Gaza. Et quand je vois, la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères français, M. Barrot, sur la base d'une fake news inventée par les réseaux de propagande proches du gouvernement Netanyahou, dire qu'il faut la démission de Mme Albanese, qui est la rapportrice spéciale de l'ONU dans les territoires palestiniens, je suis absolument choqué. D'ailleurs, j'ai vu que 150 diplomates avaient publié une tribune pour dire que ce qu'avait fait le ministre des Affaires étrangères est extrêmement grave. Merci Manuel Bompard. On note donc que vous ne soutiendrez pas cette proposition de loi. Absolument pas, je la combattrai même. Vous la combattrez même. Merci beaucoup Manuel Bompard. Merci à vous. La semaine